Tu révises quoi? La sclérose en plaques. Il voit bien que c'est pas toujours facile. Tu préfères avoir la grippe toute ta vie, tout le temps, tu guéris jamais. Ou, à vie, il y a 30 canards qui te suivent partout. Dis-moi, tu préfères avoir la sclérose en plaques pour le reste de ta vie ou une chance sur 10 de mourir instantanément? Je préférerais que tu poses pas de questions et que tu me laisses réviser. Ouais, mais admettons, tu vas bientôt mourir. Tu préfères qu'il te reste 10 années de vie avec la sclérose en plaques ou 3 années de vie en parfaite santé? Je vais réviser ailleurs. Non mais attends, c'est pas inintéressant comme question. Mais trouve-toi une occupation. T'aimes la santé publique, l'épidémiologie? Bon bah alors fais-en. Oh mais me regardez pas comme ça. Figurez-vous que quoi qu'elle en dise, c'était de la santé publique. C'est même avec des questions pareilles que l'on arrive à déterminer la qualité de vie liée à la santé et les grandes priorités de santé publique dans le monde. Alors comme visiblement il faut que je me trouve une occupation, eh bien aujourd'hui on va parler des indicateurs synthétiques de santé, à savoir les DALYs et les QALYs. Dans l'épisode 3, on a vu l'espérance de vie, les espérances de vie. Typiquement, c'est un indicateur de santé, ça résume la santé en un seul chiffre. Mais c'est quand même un petit peu limité, on ne fait pas grand-chose avec ça. Et les médecins, ils ont tendance à se poser des questions assez compliquées. Comment améliorer la santé d'un pays? Comment faire en sorte de dépenser correctement les ressources dont on dispose afin d'améliorer la santé d'une population? On fabrique un nouvel hôpital ou on améliore le réseau d'égouts d'une ville? Et puis même, une fois qu'on a fait ça, comment être sûr que l'intervention qu'on a faite, elle a bien fonctionné, elle a vraiment amélioré les choses? Eh bien, cette question s'est posée au Ghana à la fin des années 1970. Plus de 20 ans après l'indépendance du pays et une multiplication par 3 du budget santé, pour atteindre jusqu'à 5 dollars par personne en 1975. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Eh bien, le résultat est pas franchement là. C'est pas terrible. L'espérance de vie est toujours inférieure à 50 ans, la mortalité infantile est aux alentours de 10%, et une mère sur 100 décède ensuite de couches. Bref, c'est vraiment pas terrible. Une équipe de chercheurs ghanéens, la Ghana Health Assessment Project Team, va alors s'intéresser à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et en gros, ils vont détecter 2 grandes raisons. Première raison, les interventions de santé au Ghana à l'époque ont été faites sans réelle priorisation, sans vraiment chercher à savoir ce qui était le plus important. Aujourd'hui, on va s'occuper du choléra. C'est vachement grave le choléra. Le Ghana a fabriqué des hôpitaux, a engagé des médecins, mais ils n'ont pas vraiment cherché à comprendre et à savoir par quoi il fallait commencer, quelles étaient les maladies les plus importantes et les plus graves au Ghana à l'époque. La deuxième raison, qui est en lien avec la première, c'est qu'ils ne disposent pas d'outils très performants pour mesurer la santé. Ouais, parce que les taux de mortalité ou l'espérance de vie, franchement, c'est un peu léger. Je veux dire, la santé ne se résume pas simplement à être vivant ou mort. Du coup, cette équipe de chercheurs va essayer de se creuser la tête pour inventer un indicateur plus pertinent, qui puisse prendre un petit peu en compte le poids des maladies sur la population. Et cela en prenant en compte la qualité de vie liée à la santé. Mais avant même de parler de qualité de vie, il faut trouver un moyen de prendre en compte qu'un enfant qui décède à l'âge de 2 ans perd beaucoup plus de vie qu'un adulte qui décède à 90 ans. À cette époque, il existe déjà un indicateur qui permet de mesurer cette quantité de vie perdue. Il s'agit des YPLL, années potentielles de vie perdue. Le principe est super simple. On décide d'abord d'une espérance de vie raisonnable, par exemple 70 ans, et ensuite à chaque décès, on va calculer combien d'années de vie ont été perdues par rapport à ces 70 ans. Par exemple, si vous mourrez à l'âge de 50 ans, vous avez perdu 20 années de vie. Si vous mourrez à l'âge de 93 ans, vous n'avez rien perdu du tout, on ne le compte pas dans le YPLL. Alors, cet indicateur, on ne le donne pas en moyenne par individu, mais on le donne en nombre d'années de vie perdues pour 100 000 habitants. En France, par exemple, en 2013, le YPLL se monte à plus de 3000 années potentielles de vie perdue par habitant. Ce chiffre est en constante amélioration. Dans les années 60, pour la France toujours, il était au-delà des 8000. Avec un indicateur pareil, on peut comparer grossièrement la santé de différents pays. En 2013 toujours, on peut voir que l'Islande faisait mieux que la France, mais que globalement, on faisait mieux que les États-Unis ou que, par exemple, l'Afrique du Sud, qui avait plus de 18 000 YPLL. Alors, vous me direz, il était déjà possible de comparer des pays, voire de mesurer l'évolution de la santé au cours du temps avec l'espérance de vie. Mais avec ce genre d'indicateur, ce qui est très sympathique, c'est qu'à partir du moment où vous notez les causes de décès,
eh bien il va devenir possible de mesurer la quantité d'années de vie perdues à cause de certaines maladies. Par exemple, si vous décédez de la tuberculose à l'âge de 60 ans, eh bien on peut dire que la tuberculose a fait perdre 10 années potentielles de vie. Et du coup, on peut commencer à avoir des idées de priorité de santé. On va non pas s'intéresser aux maladies qui tuent le plus de gens, mais s'intéresser aux maladies qui font perdre le plus d'années potentielles de vie. Par exemple, en France, en 2013, la tuberculose est responsable d'une perte de 1 année potentielle de vie perdue pour 100 000 habitants, alors que le mélanome, lui, fait perdre plus de 18 YPLL. D'un point de vue priorité de santé publique, il est relativement facile de dire que le mélanome est une plus grande priorité de santé publique, en tout cas vis-à-vis des années de vie perdues. Vous noterez que ces priorités évoluent au cours du temps. En 1960, la tuberculose était responsable de 300 YPLL, alors que le mélanome ne provoquait que 12 YPLL. Du coup, en 1960, la priorité, elle était bien plus tournée vers la tuberculose. Et comme je le disais tout à l'heure, les chercheurs ghanéens ne sont pas très satisfaits de ce genre de mesures. En gros, les maladies qui ne tuent pas, eh bien, ne sont pas prises en compte. Par exemple, si vous vivez jusqu'à 70 ans avec de très lourds handicaps ou de très lourdes séquelles d'une maladie, eh ben, vous avez perdu aucune année de vie, donc YPLL égale à 0. Et ça, c'est assez problématique. Alors, en s'inspirant de plusieurs travaux développés dans les années 1960, ils vont inventer un nouvel indicateur, le DHLL, jour de vie en bonne santé de perdu. C'est à peu près le même principe que les YPLL avec 3 différences. Bon, déjà, c'est exprimé en jours de vie perdus pour 1000 habitants au lieu d'être en années par 100 000. Mais bon, à la limite, ça, on s'en fout. Non, les vraies différences sont que, déjà, en plus de la mortalité prématurée avant 70 ans, ils vont considérer que toutes les journées où les gens ont été malades sont des journées en bonne santé de définitivement perdues. C'est-à-dire que si vous avez attrapé le choléra, les chercheurs considèrent que vous avez été très malade pendant 2 semaines, eh bien, ces 14 jours sont définitivement perdus. C'est comme si vous étiez mort pendant 14 jours. Mais surtout, ils vont prendre en compte les séquelles et les handicaps dus aux maladies. Pour cela, ils vont appliquer un coefficient sur les années vécues avec un handicap. Par exemple, ils considèrent que la polio fait perdre 25% de qualité de vie. Eh bien, ça veut dire que si vous vivez 10 ans avec la polio, ils considèrent que vous avez perdu 2,5 années de vie en bonne santé. Bien sûr, ces coefficients dépendent des handicaps. Par exemple, pour les chercheurs ghanéens, un AVC est très grave. Vous êtes à moitié paralysé, voire bien pire. Donc pour eux, le coefficient de qualité de vie est de 75%. Dit autrement, ça veut dire que si vous vivez 10 ans avec un AVC, c'est comme si vous aviez perdu 7 ans et demi de vie en bonne santé. Le DHLL est donc une somme. Les jours de vie perdus à cause de la mortalité prématurée, les jours de vie perdus parce que les gens ont été malades, et une partie des jours de vie vécus avec un handicap, en fonction du handicap. Du coup, en 1981, l'équipe ghanéenne calcule les DHLL du pays. Et il trouve que les 3 grandes maladies qui font perdre le plus de jours de vie en bonne santé sont la malaria, la rougeole et les pneumonies infantiles. Du coup, avec les DHLL, on peut faire 2 choses. Déjà, on peut faire exactement ce qu'ont fait les chercheurs ghanéens, ce qu'on appelle faire des études d'impact sur la santé des maladies, ou faire ce qu'on appelle des études de fardeau de la maladie. Ça permet de définir quels sont les grands problèmes de santé publique et certainement de faire de la priorisation. Par quoi faut-il commencer ? Visiblement, au Ghana, il fallait commencer par la rougeole ou la malaria. Mais avec cet outil, on peut aussi comparer des interventions de santé. Les chercheurs ont par exemple montré à cette époque que, pour la même dépense, un programme de vaccination contre la rougeole permettait de gagner 16 fois plus de DHLL que d'augmenter le budget des hôpitaux pour soigner les malades de la rougeole. On appelle ça faire de l'analyse médico-économique. Alors les DHLL c'est cool, on s'imagine que c'est ça qui est utilisé actuellement pour faire de l'analyse médico-économique ou du fardeau de la maladie. Eh bien en fait, pas du tout. Cet indicateur appartient à la famille des indicateurs synthétiques de santé. En gros, des indicateurs qui résument la santé humaine à un seul chiffre. C'est limité, mais ça permet de faire des choses. Ces indicateurs, il y en a eu et il y en a actuellement des tonnes. HALE, YLL, HYE, enfin, j'en passe. Mais dans cette flopée d'indicateurs, il y en a 2 qui ont plus émergé que les autres. Regroupés sous le nom parapluie de HALIS, il s'agit des QALYS et des DALYS pour Quality Adjusted Life Year et Disability Adjusted Life Year. Et ce sont des indicateurs spécialisés. Avec les QALYS, on fait de l'analyse médico-économique, alors qu'avec les DALYS, on fait du fardeau de la maladie. Les DALYS sont les plus proches des DHLL. Ils ont été designés au début des années 1990 pour une méga étude de la mort, le GBD, Global Burden of Disease.
À l'origine un projet de la Banque mondiale, il est rapidement tombé sous la houppette de l'Organisation mondiale de la santé et son objectif est de donner un état des lieux de la santé mondiale, de donner le fardeau des maladies à l'échelle internationale. L'indicateur phare de cette étude est le DALY qui exprime un nombre d'années de vie perdues. Les différences avec le DHLL sont légères, cette fois-ci on parle de nouveau en années de vie pour 100 000 habitants, et puis l'espérance de vie utilisée n'est pas une espérance de vie sélectionnée comme ça, mais l'espérance de vie à l'âge du décès maximale sur Terre. Donc en règle générale, c'est l'espérance de vie des Japonais, parce que les Japonais vivent très vieux. Et puis, selon les versions du GBD, il y a des petites fioritures en plus. Par exemple, parfois, il y a des ajustements sur l'âge, c'est-à-dire dire que les très jeunes et les très vieux, ils comptent moins dans les DALY. Et il y a aussi ce que l'on appelle une actualisation, c'est-à-dire gagner une année de vie demain, ça a plus de valeur que de gagner une année de vie dans 30 ans. Pour faire de l'analyse médico-économique, on a donc les QALYs, qui sont plus simples. À l'inverse des DALYs, il s'agit d'un nombre d'années de vie qu'il nous reste à vivre, pas d'un nombre d'années de vie perdues. Donc on ne s'occupe pas d'espérance de vie potentielle et tout le bazar. Non, le but du jeu, c'est de comparer des gens qui reçoivent des interventions de santé différentes. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment le décompte des années de vie qu'ils vont vivre. Alors en minorant les choses par la qualité de vie en fonction des handicaps de la maladie ou des effets secondaires des traitements. Pour calculer ça, on fait comme pour les DHLL, on calcule le nombre d'années de vie qui ont été vécues, et pour chaque année de vie vécue avec un handicap, on retire un certain pourcentage, un certain coefficient lié à la qualité de vie en fonction des pathologies. C'est-à-dire que quelqu'un pour qui on mesure 10 QALY va vivre 10 ans en pleine santé, ou 20 ans avec un handicap à 50%. Voilà, on pourrait s'arrêter là, vous connaissez maintenant deux indicateurs extrêmement utilisés et extrêmement importants en santé publique. Mais les plus tatillons d'entre vous devraient être gênés par quelques petits trucs. D'abord, ça n'a aucun rapport avec l'introduction de ma vidéo, ce qui est quand même un peu louche. Et puis deuxièmement, on n'arrête pas de parler de qualité de vie, de coefficient de qualité de vie, mais comment c'est mesuré ça? Je veux dire, dans l'étude ghanéenne, ils disent que la polio, ça donne des séquelles à 25%, ça fait baisser la qualité de vie de 25%. Mais d'où ils le sortent? Alors, ces coefficients, ils ont un nom, ça s'appelle des HRQL. Qualité de vie liée à la santé. Je déteste les acronymes, et dans cette vidéo, mais il y en a des tonnes. Il y a plusieurs moyens de les calculer. La méthode la plus simple et la plus primitive est tout simplement de décider pour vous. On réunit une équipe de spécialistes, de médecins qui connaissent bien les maladies, et on leur demande d'estimer quelle est la perte de qualité de vie en fonction des différents handicaps. Ça vous embête? Vous trouvez ça un petit peu gênant? Moi aussi. Les médecins connaissent très bien les séquelles des maladies, ok, il n'y a pas de problème, mais en vrai, ce sont aux gens qui sont malades ou aux gens qui sont à risque d'être malades de décider ce qui est grave pour eux, ce qui va vraiment baisser leur qualité de vie. L'autre solution consiste donc à aller chercher du côté des économistes qui essayent de révéler les préférences des gens en matière de handicap et en matière d'état de santé. Et en gros, il y a 3 grandes méthodes pour calculer les coefficients. Première solution, l'échelle visuelle analogique. On va demander aux gens de placer des qualités de vie liées à des handicaps sur une échelle de gravité. Tout en bas, vous avez le pire état de santé que vous pouvez imaginer, la pire qualité de vie. Et tout en haut, vous avez la pleine santé, la meilleure qualité de vie possible. Regardez, on peut essayer. Perdre un membre. Moi, perdre un bras, je place ça sur une échelle à peu près ici. Alors que perdre une jambe, je trouve ça beaucoup moins grave, je place ça à une qualité plus proche de la pleine santé. Ensuite, je mets des graduations. Et voilà, j'ai mes coefficients de qualité de vie. Autre technique, le Standard Gamble, ou Paris Standard. Cette fois-ci, l'idée est différente. On propose aux gens un choix. Soit vivre pendant un certain temps avec une pathologie, soit une certaine probabilité de guérir d'un coup, mais aussi une certaine probabilité de mourir d'un coup. Par exemple, on vous demande de choisir entre vivre 10 ans avec un bras en moins, ou un pari, une chance sur 10 de mourir d'un coup et 9 chances sur 10 de récupérer votre bras. Alors là, bien sûr, vous allez me dire que vous préférez vivre sans bras, parce qu'une chance sur 10, quand même, c'est chaud. Eh bien, on va vous poser la question plein de fois, jusqu'à ce que votre réponse soit « ça m'est égal ». En gros, ça m'est égal. Une chance sur 1 million de mourir, ou vivre 10 ans avec un bras en moins, c'est pareil. Et du coup, de là, on en déduit le coefficient de qualité de vie lié à la perte d'un bras. Dernière technique, le time trade-off, ou arbitrage temporel. Cette fois-ci, on demande aux gens de choisir entre 2 options de vie avec 2 durées de vie différentes et 2 qualités de vie différentes. Par exemple, vous préférez vivre 3 ans en parfaite santé ou 10 ans avec un bras en moins. Avec ces techniques, on obtient des HRQL, des coefficients de qualité de vie, qui veulent à peu près dire quelque chose. Au moins en moyenne, comme d'habitude.
Voilà, cette fois-ci c'est vraiment terminé. Vous êtes maintenant parfaitement opérationnel pour comprendre deux indicateurs de santé extrêmement importants que sont les DALYs et les QALYs. Alors, quelques petites notes pour finir. Ces outils peuvent être parfois très compliqués à calculer. Les DALYs, par exemple, se basent sur des tas de données, souvent de qualité hétérogène, des prévalences mesurées dans des pays où c'est un peu flou, où c'est pas très disponible. Et puis on calcule tout ça avec des outils, genre ils font des méta-régressions bayésiennes. Enfin, c'est pas des gros mots, mais ça veut dire que il faut interpréter les DALYs et les considérer avec des intervalles de confiance, voilà, avec une certaine marge d'erreur. C'est pas faux, mais on fait un petit peu attention quand même. Les plus tatillons d'entre vous, ceux qui s'y connaissent le plus, pourraient aussi dire que les DALYs et les QALYs, au fond, c'est pas du tout la même chose, parce que les questions qu'on pose aux gens, là, avec toutes les techniques, time trade-off, etc., c'est pas du tout les mêmes. Et quelque part, c'est un peu vrai. Les DALYs demandent aux gens de comparer des états de santé liés à des maladies spécifiques. C'est-à-dire qu'on demande aux gens s'ils préfèrent avoir la peste ou s'ils préfèrent avoir le choléra. Alors que dans le cas des QALYs, on va plutôt leur demander d'estimer leur qualité de vie et de choisir en fonction d'indices, en fonction de questionnaires, par exemple l'Euroqual 5D, qui mesurent en fait vraiment une notion de qualité de vie, ce qu'on peut faire. Est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que vous n'avez pas beaucoup de douleurs? Est-ce que vous pouvez mener vos activités de la vie quotidienne, etc. Mais bon, on sort un petit peu du domaine de la vidéo. Note finale pour cette vidéo, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site du Global Burden of Disease. L'OMS a mis en ligne toutes les visualisations de cette étude, qui existe donc depuis les années 90, la dernière itération est de 2015, et vous pouvez y voir des choses absolument magnifiques. Là par exemple, vous avez la carte des DALYs perdus dans le monde à cause des armes à feu. Visiblement, il faut faire gaffe en allant au Venezuela. Là vous avez une représentation des DALYs par pays. On peut voir, personne n'est surpris, que le profil du Ghana est très différent de la France, avec beaucoup plus de maladies infectieuses. Mais par exemple que la Russie est aussi très différente, avec beaucoup plus de problèmes cardiovasculaires. Là, vous pouvez voir que de 1990 à aujourd'hui, le top 3 des facteurs de risque en France, sur les pertes de DALYs, c'est toujours tabac, bouffe et alcool. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous pourrez de chez vous vous faire une idée assez cool de la santé mondiale. Et puis, si vous avez un petit topo à présenter sur une maladie, ça claque pas mal. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à partager la vidéo. J'ai créé un compte Facebook et un compte Twitter, je vais essayer de démarrer ça au fur et à mesure. Si vous avez envie de me suivre là-bas, n'hésitez pas. Salut et à la prochaine. Tu sais, sur YouTube, les chats sont vraiment les rois. Alors comme la santé publique en général, ça intéresse pas trop les gens. Peut-être que s'ils te voient, ils vont s'abonner et partager la vidéo. Tu penses pas? Le truc, c'est que t'es tout noir, t'es méga pas photogénique.